Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la cartomancie. Mais là aujourd'hui on va parler plutôt un peu de la cartomancie, un peu l'histoire de la cartomancie. Comment a débuté la cartomancie? Donc la cartomancie, en règle générale, ça désigne l'art de lire dans les cartes à jouer. Donc il est difficile de dire quand elle est apparue, cette cartomancie. Il existe des représentations de diverses diseuses de bonne aventure, mais aucune cartomancienne avant la fin du XVIIIe siècle. On a eu des représentations d'ailleurs par un peintre, un tableau de Lucas van Leyden, qui a peint à la fin du XVIe siècle un tableau nommé la tireuse de cartes, mais qui a beaucoup été controversé. La plus ancienne représentation de cartomancienne connue date de 1770, où on met plutôt une mise en garde contre les boniments et les tromperies des tireuses de cartes. On dit aux gens, attention, ce qu'on est en train de vous raconter, ne vous fiez pas à tout ce qu'on va vous dire dans les cartes. Ces femmes, ces hommes racontent des histoires, quoi. Bon, c'était surtout des femmes qui étaient tireuses de cartes à cette époque-là. D'ailleurs, dans certains tableaux, en l'occurrence dans celui que je vous montre là, ici, à l'image, eh bien, on voit dans cette représentation de mise en garde où on voit des hiboux, des chats, des serpents, des inscriptions un peu kabbalistiques, des fioles, des petits sachets douteux, des colliers dedans, enfin bref. On voit quand même des cartes qui sont étalées, mais c'est vraiment c'est vraiment pour dire aux gens, attention à ce genre de personnes. Donc vers la fin du XVIIIe siècle, c'est Antoine Court de Gelbelin, l'homme de lettres, c'est un homme de lettres et d'information qui a décortiqué le jeu du tarot. Ce jeu se compose d'une suite d'images et pour lui un ensemble de pages détachées d'un antique livre égyptien, le livre Thoth. Donc jamais personne avant lui n'avait pu faire ce rapprochement entre le livre et les cartes. Et lui il va réinterpréter chacune des cartes par rapport à ce livre. Il y voit des divinités telles que Osiris triomphant sur son char, par exemple pour le set de chariot, ou bien Isis, et il se persuade que ces hiéroglyphes, donc ces cartes de tarot, parce que pour lui c'est des hiéroglyphes à l'époque, il recèle d'importants secrets. Cette idée va faire son chemin dans la cartomancie populaire et dans le milieu occultiste qu'il va lui-même approfondir. Les diseuses de bonne aventure sont reconnues au cours du XIXe siècle. On vient les consulter dans les rues ou sur les tréteaux, dans les foires, dans les bals publics ou dans leurs cabinets. Ça touche un peu toutes les couches de la société. D'ailleurs, à une certaine période, moi je me souviens quand j'étais plus jeune et qu'on allait dans les petites foires de village, je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois, voilà, regardez, on voyait ce genre de machine, on voyait un cartomancien ou une cartomancienne avec des cartes, et donc on mettait une pièce, et puis voilà, elle nous disait notre avenir. Bon, ça c'était beaucoup plus tard, mais c'est pour vous dire que voilà, c'est quelque chose qui a fait son chemin, la cartomancie, à une certaine période. Donc à l'époque quand même de ce 19e siècle, la plus célèbre d'entre elles, qui a contribué vraiment à la notoriété de cette nouvelle profession, et sans doute bien sûr Mademoiselle Lenormand, qui a acquis sous le Premier Empire une extraordinaire renommée, parce qu'elle avait des relations privilégiées avec l'impératrice Joséphine. Alors Mademoiselle Lenormand, il faut savoir qu'elle est née Marie-Anne Adélaïde. Alors elle est née le 27 mai 1772 à Alençon. Elle n'a pas eu une vie toujours très facile, puisque malheureusement à 8 ans elle sera orpheline et on la mettra en pension dans des couvents. Je dis dans des couvents parce qu'elle va faire plusieurs couvents, parce qu'elle était déjà attirée par cette façon de cartes, de cette divination,
Et c'est pas toujours apprécié dans les couvents où elle va atterrir, donc on la changera souvent de couvent. Et puis adulte, elle ira à Paris et fera la connaissance de Madame Gilbert, une diseuse de bonne aventure qui lui apprendra, elle, la cartomancie avec le petit Étéla. Le petit Étéla que je vous mets ici, voilà à quoi ressemblait le petit Étéla. Avec toutes ces cartes, donc c'était des cartes, c'était un jeu de cartes qui avait la représentation de notre jeu traditionnel de 32 cartes, mais qui était, vous voyez, un peu comme j'avais fait en fin de compte, moi ici, et qui était entouré ici de, suivant la position des cartes, ben, on avait un petit commentaire qui nous donnait la signification de la carte dans le jeu. 3 ans plus tard, donc, quand elle a commencé à apprendre le petit Étéla avec cette mademoiselle Gilbert, elle va ouvrir son propre cabinet. Alors, elle appellera ça un cabinet de correspondance. Parce que la cartomancie, la voyance, à cette époque-là, c'est interdit. Donc, elle ne peut pas marquer cabinet de voyant. Donc, elle marquera cabinet de correspondance. Mais après, voilà, ça va vite se faire savoir. Elle va y rencontrer des hommes influents de la Révolution française. Mais sa carrière va vraiment exploser lorsqu'elle fera la prédiction à Joséphine de Beauharnais, qui n'est pas encore impératrice et femme de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, la première fois qu'elle va la voir, qu'elle va consulter Mademoiselle Lenormand, elle se fera discrète, elle ne voudra pas être reconnue. Ces prédictions lui vaudront quelques séjours aussi en prison par la suite. Napoléon, devenu Bonaparte, n'apprécie pas trop la complicité de Mademoiselle Lenormand avec l'impératrice. De plus, ses prédictions le dérangent, parce qu'elle voit des choses qui ne lui plaisent pas trop à Bonaparte. Elle deviendra quand même la cartomancienne la plus célèbre de tout Paris, surnommée la Sibylle du Faubourg Saint-Germain. Elle écrit de nombreux livres sur les oracles, des prophéties. Par exemple, la dernière, je crois que c'était l'un des livres les plus connus, c'est La Sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle, qui lui vaudra en 1821 d'être accusée d'espionnage, et elle sera emprisonnée jusqu'en 1830. À sa sortie, elle va mettre fin à sa carrière. Elle décide d'arrêter parce que voilà, les séjours en prison, on en a fait quelques-uns, mais celui-là, il a été assez long et voilà, ça l'a vraiment perturbée. Donc, elle arrêtera sa carrière de diseuse de bonne aventure. Et puis, elle décédera le 25 juin 1843 à Paris et elle sera enterrée au Père-Lachaise. D'ailleurs, je vous mets voilà, quelques photos du Père-Lachaise, de sa tombe. Alors, c'est une tombe très très simple, très sobre, qui n'est pas toujours d'ailleurs très facile à repérer. Alors je vous donne quelques indications si ça vous intéresse, si un jour vous voulez aller la voir. Dans le cimetière du Père-Lachaise, il faut que vous rentriez par la grande porte, par la plus grande porte de ce cimetière. Vous prenez l'avenue principale, donc vous allez droit à la première rue principale. Vous allez arriver à un moment continué, et puis vous allez arriver devant un grand monument qui est la famille Loisel-Julien. Et vous tournez tout de suite à droite de après ce grand monument, et vous allez passer à travers les 2-3 tombes, et puis vous trouverez juste à votre droite à ce moment-là la tombe de Mademoiselle Lenormand, qui est, comme je vous le disais, très, très sobre. D'ailleurs, je crois qu'il y a Alexandre Mustruc qui a fait une vidéo là-dessus, et je crois qu'il vous donne en plus tous les renseignements pour le trajet pour y aller, si vous voulez y aller, voilà, comment y aller de l'aéroport jusqu'au cimetière. Il vous donne les rames, les trains à prendre, les RER. Vous voyez, il explique très bien. Si jamais mon explication n'est pas très claire pour vous, vous pouvez aller voir cette vidéo d'Alexandre et vous allez avoir beaucoup plus de renseignements pour y aller. Donc, par la suite, après le décès de Mademoiselle Lenormand, il y en a d'autres qui se feront un nom, comme Madame Freya, Madame de Thèbes, et puis bien d'autres encore. En 1900, la préfecture de police comptait déjà plus de 2000 divineresses à Paris. Puisqu'on ne disait pas diseuse, on disait divineresses.
Donc elles utilisent les tarots et les cartes ordinaires pour leurs prédictions, mais parfois les nouveaux jeux divinatoires qui fleurissent dans le commerce ou créent leurs propres jeux. C'est comme ça que Mademoiselle Lenormand deviendra une source d'inspiration pour les créateurs d'oracles divinatoires, notamment pour le petit Lenormand, qu'elle n'a jamais créé ni utilisé. C'est un certain Johann Caspar Echtel qui est à l'origine de ce jeu qui s'appelait au départ Oracle de l'espoir. Il se sert de la notoriété de Mademoiselle Lenormand en associant son nom à son jeu de l'espoir. Et voilà comment est né le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Voilà, et bien écoutez, on restera ici, vous voyez, j'étais assez brève au niveau de l'histoire. On restera ici donc pour cette rétrospective un peu de l'histoire de la cartomancie. Et puis la prochaine vidéo, on parlera de décrypter la cartomancie en général, c'est-à-dire qu'on rentrera dans les grandes lignes de la cartomancie, c'est-à-dire ce que représente le cœur, les trèfles, les carreaux, les piques, en général, avant d'après de rentrer ensuite dans le vif du sujet avec Mademoiselle Lenormand. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.